Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le grand journal. Au sommaire, déplacement en Mauritanie, Abdoulaye Wade annoncé à Nouakchott. Au PDS, on parle de manœuvre diplomatique. 100 millions de francs CFA pour les candidats à une élection présidentielle. C'est la caution que le député Moustapha Cissé Lo entend proposer à l'Assemblée nationale. 2 mois de prison avec sursis. Verdict du tribunal des flagrants délits retenu contre le policier pris dans une affaire de corruption. Il devra aussi payer une amende de 150 000 francs CFA. Deuxième jour de grève des syndicats des transporteurs. Le mouvement n'a pas eu aujourd'hui le même impact qu'hier. L'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Guinée et les suites du décès d'un jeune opposant. Un policier a été arrêté. Et la violence un peu partout en Turquie. Attentat aujourd'hui. 3 morts et plusieurs blessés. En Libye, affrontement mortel. Daesh fait encore parler de lui. Et en Centrafrique, polémique entre l'ONU et les autorités de Bangui. L'actualité des sports. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Antoine Diouf. Les titres. Le porte-drapeau du Sénégal sur le tapis, Isabelle Sambon-Lutte, se frotte à une vietnamienne avec comme ambition de faire mieux que ses prédécesseurs dans ces JO. Vous entendrez son entraîneur Abdou Badji, aussi directeur technique national de lutte. Balayé en taekwondo est aussi attendu tout à l'heure dans ces compétitions. En football, nous allons nous intéresser à l'équipe nationale cadette du Sénégal qui est en bonne voie pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pendant le week-end, cette équipe du Sénégal, coachée par Aliman, reçoit son homologue de la Tunisie qu'elle avait battu sur la marque de 3-2 lors de la marche aller il y a de cela 2 semaines à Tunis. Et puis, point de vue sur le drame de l'émigration des jeunes Sénégalais continuent de mourir en mer. C'est le sujet du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. L'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, annoncé en Mauritanie ces tout prochains jours. Des sources proches du PDS contactées par RFM disent clairement qu'il s'agit de manœuvres diplomatiques de Nouakchott dans cette affaire. Un démenti donc du Parti démocratique sénégalais. Et pour quelle raison, Babacar Fall a cherché à comprendre. Notre source est formelle, Abdoulaye Wade n'envisage pas un voyage en Mauritanie. L'ancien président du Sénégal annoncé cette semaine à Nouakchott par des sites d'information mauritaniens. Pourquoi Wade se rendrait-il dans ce pays? Ça n'a pas de sens, affirme notre interlocuteur, un proche de l'ex-chef de l'État sénégalais au téléphone. Il ajoute que la diffusion de cette information est une manipulation du régime du président Aziz de Mauritanie. L'actuel chef de l'État mauritanien ne serait pas un grand ami de son homologue Macky Sall. Même si ce n'est pas très flagrant, il y a un froid entre Dakar et Nouakchott, comme le souligne si bien d'ailleurs le journal Le Quotidien ce matin. Toujours selon notre source, la Mauritanie a fait exprès de faire publier une information pareille pour juste embêter les autorités sénégalaises, mais aucun voyage d'Abdoulaye Wade n'est prévu à Nouakchott. Reste maintenant à savoir si l'ancien président du Sénégal acceptera de jouer le jeu de Nouakchott. Après avoir annoncé une proposition de loi devant exiger de tout candidat à une élection présidentielle de renoncer à son autre nationalité étrangère, 10 ans avant l'année de l'élection, le député apériste Moustapha Cissé Lo entend ajouter dans le texte le paiement d'une caution de 100 millions de francs CFA pour tout candidat désireux de se présenter. Et s'il n'atteint pas 5% après le scrutin, une amende lui sera infligée. Écoutons Moustapha Cissé Lo au téléphone d'El Hadj Daouda Diouf. J'ai estimé qu'il faut relever la caution pour pouvoir se présenter à une présidentielle. Parce qu'au regard des dernières élections, il me semble qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui financent des candidats qui n'ont pas de crédit ni de parti. Et on va vers les candidatures indépendantes. Ce faisant, nous devons réfléchir pour sécuriser notre pays et mettre le pays à l'abri de l'argent sale, comme je l'ai dit à Sali la dernière fois, parce que il y a l'argent blanchi qui finance des partis politiques, parce que là, il n'y a pas une législation claire dans ce domaine pour le fonctionnement des partis, ou bien c'est pas appliqué. Donc, pour cela, nous devons voir, parce que pendant les dernières élections, il y a des candidats qui n'ont pas atteint la barre de 1%. Il faudrait quand même que les candidats qui se présentent et qui n'atteignent pas un certain taux, c'est-à-dire 3% ou 5%, puissent être pénalisés. Non seulement ils donnent une caution de 100 millions à peu près,
s'ils n'atteignent pas le seuil de 3 ou 5%, ils payent une amende de 100 millions. Et on disqualifie ces candidats pour par exemple, 3 prochaines élections. 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. L'actualité judiciaire. Le tribunal des flagrants délits a reconnu l'agent de police Hassan Diallo coupable et a prononcé 2 mois avec sursis contre lui, à plus une amende de 150 000 francs CFA. C'est dans l'affaire de la corruption qui a circulé sur Internet, et dans la même affaire, Sorna Boussogay a été condamnée à 1 mois avec sursis. Elle devra payer au moins 150 000 francs CFA d'amende. Mantouré. Délivrance pour Hassan Diallo, le verdict de 2 mois avec sursis ne dépassant pas les 90 jours fermes. Le policier ne sera pas radié du corps, ce qui réjouit ses conseils. Maître Barou. Décision entièrement satisfactoire. Fort heureusement, il ne sera pas radié du corps de la police auquel il appartient. Mais mieux, c'est un soutien de famille. Et il a toujours eu l'idée d'intégrer un jour la police. Donc cette décision lui permettra de réintégrer la police et de percevoir comme d'habitude son salaire auquel il a droit. La prison évitée, mais l'humiliation, la tache d'huile. C'est une personne aujourd'hui abattue. Nous sommes dans une société sénégalaise avec ses inconvénients. Il sera difficile pour lui de regarder les gens qu'il connaît ici dans les cieux. Mais avec le temps, je pense que ça va aller. Leur état humain, ça lui est arrivé comme ça peut arriver à tout le monde. Sorna Boussogay, verdict, Maître Ngom. Elle a été relaxée du chef de collecte et diffusion de données à caractère personnel, mais déclarée coupable du délit de complicité de corruption. Au-delà de ce verdict, 1 mois avec sursis qui les réjouit, Maître Ngom aurait préféré, a-t-il dit, la relaxe de sa cliente. Que le droit soit dit, et le droit irait dans le sens de relaxer ma cliente du chef de corruption et même de complicité de corruption. Dans ce dossier, il n'y a pas d'éléments matériels ou d'éléments intentionnels qui permettraient de retenir la complicité ou la corruption. Mais c'est comme ça. Une cliente qui tout au long du procès n'a fait que verser de chaudes larmes. Un policier qui n'a fait que se courber les chines durant toute l'audience. Tous les deux sont condamnés à payer une amende de 150 000 francs CFA. Mantouré, les syndicats des transporteurs bouclent aujourd'hui leurs 48 heures de grève. Si les usagers ont beaucoup souffert de ce mouvement hier, cela n'est pas le cas ce matin. Au 2e jour de grève donc, les bus Tata et les cars Ndiagandiaï circulent en nombre important, même si à la gare routière de Colobane, beaucoup de cars sont immobilisés. C'est la division dans le mouvement. Reportage Seydou Nourouba. À la gare routière Colobane, c'est à perte de vue qu'on voit les cars Ndiagandiaï bien stationnés. Aucun n'a circulé depuis hier. Ici, la grève des transporteurs est bien suivie. Et si depuis hier ou encore ce matin, l'on a constaté des bus Tata en circulation, cela fait mal aux responsables de cette gare, affiliés au syndicat d'Alassane Ndoye. Les chauffeurs qui sont en activité ne sont que des défaillants, selon eux. Écoutez, ils sont libres de circuler. Ce sont les cars Tata et un nombre restreint de cars Ndiagandiaï. Ils sont libres de circuler, c'est leur droit. Mais je pense qu'il y a à chaque fois des défaillants. Et s'ils ne sont pas des défaillants, c'est qu'ils ont peur ou qu'ils n'ont absolument rien compris de la grève. Papa Ndiaye Mbaye, un des responsables de cette gare. On peut les appeler défaillants, on peut les appeler peut-être bons. Ils n'ont rien compris pour moi. Pour moi, ils n'ont rien compris. Moi, ils ont peur. Voilà. Parce que comme c'est des véhicules d'Apti, peut-être s'ils partent en grève avec nous, un jour, Apti peut saisir leur véhicule. Alors que ce n'est pas le cas. Leur véhicule leur appartient. Il y a des Ndiagandiaï qui circulent. Mais si vous voyez, donc la majorité ne circule pas. Colobane, Beau Maraîcher, dans tous les gares routières, les Ndiagandiaï ne sortent pas. Peut-être ils circulent à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on ne sort pas. À l'intérieur, les Ndiagandiaï ne sortent pas. À la gare routière Colobane, les responsables ont pris la décision de poursuivre le mot d'ordre de grève. Si jamais un accord n'est pas trouvé entre l'État et les transporteurs, et tout dépendra de leur syndicat. À Rufisque, certes, il y a grève, mais elle n'est pas suivie par tous les transporteurs. Cependant, les usagers continuent de subir les désagréments dus à la situation. Reportage Isidore Alexandre Sen. Isidore Alexandre Sen que nous allons suivre dans quelques instants. Reportage sur la grève à Rufisque.
Nous sommes à l'arrêt d'un bus au centre-ville. Les lieux sont bondés de monde. Des clients guettent désespérément l'arrivée des véhicules de transport. La grève des transporteurs indispose ce messieurs. Comme vous le constatez, c'est la grève. Certains chauffeurs refusent de partir. Tout de même, d'autres travaillent. Les clients sont là depuis ce matin. Et il paraît qu'à Dakar, c'est pareil. Selon Oumar Khan, chef des superviseurs des bus, même certains tatas du GIE AFTI sont rentrés dans la danse. Bien vrai que les tatas ne font pas partie de la grève, mais certains apportent leur solidarité aux transporteurs. Parce qu'il y a parmi ces transporteurs ceux qui détiennent des bus tata. Les rares chauffeurs qui ne suivent pas la grève mettent plus de temps que d'habitude aux différentes gares routières. Témoignage d'une cliente. Moi je suis une vendeuse de poissons. Je dois partir à Yoff. D'habitude je prenais le Tata 66, mais là il est difficile de le voir. Raison pour laquelle je suis venu prendre un taxi. Même si les moyens font défaut, je suis obligé de le faire. Depuis ce matin je suis dans le taxi, mais il n'y a pas encore de clients. À qui profite ce mouvement d'humeur des transporteurs? Mamadou Bailabari n'y voit aucun intérêt. Il plaide pour le retour à la normale. Ni l'automobiliste ni les clients ne profitent de cette grève. Néanmoins, le prix du transport n'a pas augmenté. Tout ce que nous voulons, c'est la fin de cette grève. Isidore Alexandre Selvi-Fisc, RFM. RFM 94.0, la radio en puissance. Faisons maintenant un tour dans les zones inondées de la banlieue dakaroise, des routes impraticables, des quartiers sous les eaux. La banlieue patauge, une situation devenue plus compliquée du fait du caractère défaillant du système de pompage. Salif Sow. Thiaroye Tali Diallo, Tali Mame Diarra, Ndiago Bar, c'est à Diamaguène, quartier Naïma et dispensaire Bayal de Yeumbeul Nord patauge. La situation est aussi alarmante à Aïnou Madi et Cité Sotrac, c'est à Keur Massar. Le calvaire des inondations n'épargne non plus les environs de l'école Madi Ndiaye de Yeumbeul Sud. Comme début de solution, les autorités locales se rabattent sur les camions hydrocureurs. Toutefois, le dispositif de pompage reste défaillant, une situation rendue plus compliquée par les canaux bouchés. C'est le cas à Guinaw Rail Nord. Dans ce point noir et les autres zones inondables où un léger mieux n'est pas noté, il faut des motopompes puissantes, recommandent les acteurs engagés dans la lutte contre les inondations. Pour ces derniers, le curage des canaux et l'écrêtage des bassins n'ont pas été faits comme annoncé par le ministre de l'Assainissement. L'assainissement, justement, celui-ci est défaillant aux parties assainies au niveau des 9 points bas de cette commune. Son maire se plaint, tout comme l'édile de Médina Gounass. Pour lui, quelques gouttes d'eau de pluie suffisent pour assombrir leur avenir. Le ciel reste cependant menaçant. Il est gris, lourd et bas. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Et puis dans le nord du pays, cette apparition de chenilles dans les départements d'Agana et de Saint-Louis, ce sont les cultures de mil, niébé et d'arachide qui sont menacées. Plus de 1000 hectares de champs et de pâturages sont infectés. La direction de la protection des végétaux est à pied d'œuvre pour anéantir ces déprédateurs. Correspondance à Ousseynou Diagne. Des chenilles poilues font leur apparition dans les pâturages situés au sud du département de Saint-Louis et de Dagadan. Ces déprédateurs n'ont pas épargné aussi les champs de mil au stade de semi-attelage, les cultures de niébé et de pastèque par endroits arrivés au stade de ramification, même l'arachide actuellement en floraison a été attaqué. Une situation qui serait la conséquence de la longue pause pluviométrique notée dans la zone entre la fin du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août. Cependant, la direction de la protection des végétaux, grâce à la base d'intervention de Richard Toll, a mis en branle son dispositif de riposte. Au total, informe Hassan Samba, chef de la base de Didieri, sur les 1220 hectares infectés dans les deux départements, à ce jour, 825 hectares ont été effectivement traités. Pour l'heure, le département de Podor est encore épargné du phénomène. Dans la moyenne vallée, la situation phytosanitaire est relativement calme, renseigne les services de défense des cultures. Richard Toll, à Ousseynou Diagne, RFM. RFM. L'actualité internationale.
Bienvenue Binta. Merci Antoine. Guinée, un policier a été arrêté. Suite au décès d'un jeune manifestant, le policier en question est soupçonné d'avoir tué Thierno Hamidou Diallo lors de la marche réprimée de l'opposition guinéenne. C'était mardi dernier. On fait le point avec Daouda Diouf. Le capitaine Khalil Diallo, chef de la section de la compagnie mobile d'intervention et de la sécurité, est le présumé auteur du coup de feu ayant provoqué la mort du jeune Thierno Hamidou Diallo lors de la manifestation contre la cherté de la vie en Guinée. L'annonce de son arrestation a été faite par le ministre guinéen de la sécurité et de la protection civile Abdoul Kabele Kamara. Aussitôt après cette arrestation, le procureur général de la République a été informé afin que des enquêtes soient menées pour déceler d'éventuels complices. Dans un communiqué, les autorités guinéennes regrettent profondément que la manifestation qui s'est déroulée dans un esprit de civisme enregistre finalement des victimes en marge de son déroulement. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damantang Kamara, après avoir présenté les condoléances du gouvernement d'Alpha Condé, a souhaité que le dialogue reprenne rapidement pour parvenir à une solution respectueuse des lois sur les questions d'enjeu national. Du côté de l'opposition, une plainte contre X sera déposée, même si Céline Dalen Diallo, le chef de l'opposition, déclare que les plaintes contre le gouvernement guinéen n'ont jamais été acceptées par les tribunaux de son pays. Centrafrique, polémique entre l'ONU et le gouvernement. Et une centaine de blessés, ou bien nous allons d'abord nous rendre au sujet des rebelles que la MINUSCA aurait laissé partir. Le premier ministre centrafricain accuse la mission de l'ONU dans son pays d'avoir laissé partir les rebelles de l'ex-Séléka qu'elle avait interpellés samedi dernier, ce qui a créé une polémique entre l'ONU et Bangui. Le porte-parole de la MINUSCA dément ces informations. Vladimir Montero précise que la mission des Nations Unies en Centrafrique a remis aux autorités centrafricaines 7 des 11 personnes interpellées. Les 4 autres sont en train d'être soignés à l'hôpital de la MINUSCA sur demande du procureur de la République centrafricaine. Si vous voulez, on va parler de la Libye avec ces combats mortels. 10 morts et 71 blessés. De violents affrontements opposent Daesh aux forces pro-gouvernementales de la Libye. Plusieurs des soldats ont été tués, mais selon le porte-parole des opérations militaires, plusieurs nouveaux sièges du gouvernement ont été repris dans la ville Sirte. Dans la ville de Sirte, information Panapressant. En Turquie, un attentat fait 3 morts. Et une centaine de blessés, Antoine. L'attentat a eu lieu ce matin à l'est de la Turquie. Les autorités l'attribuent au PKK à Maïmouna Sek. L'attentat a frappé Elazig, une ville située à l'est de la Turquie. Les assaillants ont fait éclater une voiture piégée près d'un poste de police. Le bilan de 3 morts et 100 blessés pourrait s'alourdir selon les autorités. L'attaque pour le moment n'est pas revendiquée, mais les autorités l'attribuent toutefois aux militants du PKK, des rebelles kurdes. Cet attentat intervient dans un contexte d'après-coup d'État marqué par plusieurs arrestations. Ces dernières semaines, la Turquie a subi beaucoup d'attaques terroristes de ce genre. Mais Mouna Sek, stagiaire chez nous. Antoine, c'est tout. Merci Binta Diallo pour cette page internationale. RFI Sport. Point de vue d'abord sur le drame de l'émigration des jeunes Sénégalais continuent de mourir en mer. C'est le sujet du jour. Le débat, ce sera après la page des sports, après la revue de presse et après le reportage vacances. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf, bonjour à tous. Alors, en ouverture de cette page des sports, le porte-drapeau du Sénégal sur le tapis tout à l'heure. On parle évidemment des Jeux Olympiques. Oui, elle se frotte à la Vietnamienne. Il s'agit d'Isabelle Sambou. La Vietnamienne s'appelle Nguyen Thi Loy. Elle est médaillée d'argent au dernier championnat d'Asie. Mais la Sénégalaise a un très beau palmarès pour avoir remporté à plusieurs reprises le titre de champion d'Afrique. Voilà en tout cas qui rassure le directeur technique national Abdou Badji. Il est au micro de notre envoyé spécial à Rio de Janeiro, Babacar Mbaye. Je sens une certaine motivation, aussi bien chez Adama que chez Isabelle. Je dirais que présentement, on est sur la ligne droite. Par moment, je mets beaucoup d'intensité pour voir est-ce qu'ils vont supporter. Je trouve qu'actuellement, ça va. Physiquement, ils sont bien maintenant. C'est la compétition, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Je leur ai toujours dit, bon, écoutez, il faut que vous ayez plus envie de gagner que le peuple. Le peuple ne fait que prier pour vous et vous accompagner. Mais tout doit dépendre de vous. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, moi, j'ai confiance en eux. On a travaillé très dur. Maintenant, le résultat, c'est du domaine du Dieu.
On est aussi ce jeudi l'entrée en lice de Baladje en taekwondo chez les 68 kg. Il affronte le Polonais Karol Robak, un jeune de 18 ans qui découvre les JO en même temps que son adversaire. Lors de nos précédentes éditions, vous avez entendu donc les propos de Baladje qui est rassurant, mais qui sait qu'il a en face un mec très coriace, donc ce sera très difficile pour lui, a-t-il reconnu en quelque sorte. Antoine Diouf, nous parlons football. Le football avec les éliminatoires de la CAN cadette, le Sénégal en pole position pour sortir la Tunisie de la course. Justement, les Lionceaux accueillent ce week-end leurs homologues de la Tunisie en bonne posture pour passer au dernier tour, puisque vainqueurs à l'aller à Tunis 3-2. Les protégés d'Alimal doivent rester sereins et ne pas se contenter de défendre seulement. Le résultat de la manche aller, ce sont là les propos du directeur sportif du Jaraaf de Dakar. Il s'agit de Ndofène Fall que nous écoutons. Un match effectivement de qualification. Un match de qualification, c'est à l'aller et au retour. Il faut surtout pas se mettre à l'idée qu'on est déjà qualifié. Il faut éviter aussi autant que faire se peut de vouloir simplement protéger le résultat du match aller. C'est une équipe qui a eu beaucoup de caractère, qui a eu une grande détermination. Ceci lui a permis effectivement de refuser le fait accompli quand cette équipe a été menée par 2-0. 2-0 à l'extérieur. Si on n'est pas fort mentalement, on ne revient pas. Si on n'a pas les moyens techniques et les moyens physiques, qu'on ne soit pas prêt techniquement et tactiquement, plus mentalement, en général, on se laisse aller. Ces garçons qui ont eu le sursaut nécessaire, leur permettant d'abord de revenir à la marque et ensuite de remporter cette première manche, ont largement les moyens et les outils leur permettant d'aborder le match retour avec beaucoup de sérénité. Nawetan, phase nationale. Nous parlons donc de ces phases nationales avec les 3 sites pour accueillir les compétitions. Ce jeudi au stade communal de Cap Skirring à 15h, Darussalam de Dakar, leader de son groupe, se mesure à Santhiaba Wolof de Ziguinchor. À 17h, au Cap Skirring toujours de Ziguinchor qui accueille Sangomar de Fatick. Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor à 20h, Diamaguène de Thiès se frotte à Baneto de Ziguinchor. Juste après, Yonondam de Ziguinchor contre Ifragel de Kaolack. À Bignona à 18h cet après-midi, abattoir de Tambacounda croise de fer avec Bassin de Ziguinchor. Juste après, Entente de Ziguinchor contre Plateau de Kolda. Et puis à 22h, Soda de Ziguinchor joue contre Entente de Kédougou. C'est vrai, vous l'avez noté, beaucoup d'équipes de Ziguinchor, mais certaines ne sont pas issues de la commune de Ziguinchor, mais de manière, disons, beaucoup plus, globale. Nous parlons de Ziguinchor, puissent tous défendre les couleurs de la région de Ziguinchor. C'est bien cela, Antoine. C'est cela. Merci, cher Tidiane Diagne, pour cette page des sports. Reportage vacances maintenant à Kaolack. Notre correspondant dans la capitale du Saloum s'est intéressé aux activités des jeunes de la commune. Ibrahima Diamé. Abdoulaye Sow est le capitaine de l'équipe. Chaque matin, on s'entraîne 7h30 pour préparer les Nawetan, venir au terrain, préparer les entraînements, quoi. C'est un groupe de jeunes réunis autour d'une équipe de quartier visiblement très en forme, mais pourtant sans terrain réglementaire digne de son nom. L'essentiel de ces activités matinales de vacances se réduit aux entraînements qu'ils pratiquent dans les rues, mais dans une atmosphère très ambiancée. Tout cela entre dans le cadre de la préparation des compétitions du tournoi populaire national Nawetan. Abdoulaye Sow est le capitaine de l'équipe. Chaque matin, on s'entraîne 7h30 pour préparer les Nawetan, venir au terrain, préparer les entraînements, quoi. C'est comme ça tous les jours. Alors l'ambiance aujourd'hui en période de vacances, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? On dirait plutôt cool, hein, parce qu'on s'amuse bien. Il y a pratiquement que des jeunes et puis on s'entend très bien, donc c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et pourtant, en dépit donc des conditions d'entraînement, l'équipe est une grande championne, à en croire le capitaine. Pour eux, l'habitude est une seconde nature. Il y a pratiquement 3 ou 4 équipes, pratiquement 5, je pense, qui n'ont pas atteint. S'entraîner au niveau des rues, est-ce que ça peut vous apporter quelque chose? L'habitude surtout. Parce qu'on a gagné tant de trophées. En s'entraînant dans les rues, vous parvenez à remporter des trophées? Bien sûr, on a remporté plusieurs trophées. Ici même, dans ce quartier, on s'entraîne dans les rues. Quand bien même, il souhaiterait bien obtenir un terrain réglementaire digne de son nom, mais d'ici là, il se contente des rues, donc avec l'ambiance habituelle. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour.
La pluie et la grève des transporteurs sèment la galère à Dakar. Autant dire tout de suite que le soleil n'a pas brillé pour tout le monde hier dans la capitale. Pris entre deux feux, Gorgorlou a souffert le martyre. L'enfer des transports tout d'abord. L'observateur passe en revue les régions paralysées par la grève. À Dakar et sa banlieue, relève le journal, le balai des transports en commun était au ralenti. Les régions totalement paralysées. De Kermbaïfal aux Parcelles Assainies, souligne le quotidien, les usagers des transports en commun ont peuplé les arrêts des bus avec un seul objectif, rallier les lieux de travail. Du coup, certains chauffeurs véreux, note le journal, en ont profité pour frapper au portefeuille du client. Ils ont augmenté les prix. Les clients premiers sacrifiés, le syndicaliste Gora Khoma, écharpe immaculée au cou, jubile. La grève est bien suivie, assure-t-il. Mais l'a-t-elle été vraiment? Non, répond sans sourciller le populaire. Les transporteurs ont échoué. La grève du collectif des transporteurs et conducteurs n'a été que très peu suivie, en tout cas à Dakar, même si dans les régions, on s'est plié au mot d'ordre. Pour Sud Quotidien, c'est Dakar, Demdik et Aftu qui sauvent les usagers. Le confrère souligne que, mis à part quelques véhicules de transport en commun, le fameux Ndiaga et autres super qui ont suivi le mot d'ordre, les bus Dakar Demdik, les minibus Tata, des taxis, des clando et autres cars ont assuré. Ils ont sauvé les usagers du calvaire. Les bus et minibus assurant plus de 60% du transport en commun à Dakar, la grève n'avait pas de chance de réussir. Du côté du ministère des Transports terrestres, on campe sur sa position, note encore Sud Quotidien. Pour Tchernoau, le conseil technique aux 10 ministères, il est impossible de transiger sur les 4 bus. La fraude est flagrante. Réaction de Maître Massor Nakan de SOS Consommateurs. Les transporteurs se sont braqués, mais ils n'ont pas raison. Selon Walfadri, la grève a fait perdre au Sénégal plus de 7 milliards de francs CFA. Les usagers des transports sauvés par les bus Dakar Demdik et autres Tata, mais rattrapés par la pluie, comme si le sort s'acharnait. La galère continue. La pluie a fait des dégâts dans la circulation et dans beaucoup de maisons de la banlieue, souligne le populaire. Gourgourlou avait les pieds dans l'eau et vous avez compris, ce n'est pas pour les petits plaisirs de la baignade. Aux Parcelles Assainies à Grand Dakar à Usune, les allées du centenaire, note pour ça par la tribune. La complainte des populations était unanime. L'ONAS n'a pas fait son travail. L'Office national de l'assainissement du Sénégal est un service inutile. Il ne les a pas sauvés des inondations. Conclusion du confrère à Dakar invivable. Cette disparition de 9 jeunes en mer à Yarakh, l'effet de l'immigration clandestine. Ils étaient 9 jeunes tous pleins de vie, d'alin et d'entrain, mais la mort les a arrachés à l'affection de leur famille. L'observateur publie quelques photos de ces visages juvéniles que Yarakh ne reverra plus. Un témoignage de Aliou Ndiaye, père d'une victime. L'épouse de mon fils a avorté, sa sœur a accouché avant un terme. Abdoulaye Wade rôde autour de Macky Sall. Abdoulaye Wade attendu à Mauritanie dans les prochains jours, selon le journal Le Quotidien, dans un contexte où il est fait état d'un rafraîchissement des relations entre Dakar et Nouakchott. Il n'est pas écarté, selon le journal, que ce voyage ait un cachet financier en rapport avec l'affaire Karim Wade. Le Quotidien rappelle avoir fait état au plus fort de la traque des biens mal acquis de comptes ouverts au nom de Karim. Ils avaient été tracés auprès de la Banque mauritanienne pour le commerce international. Wadi va-t-il pour s'en occuper? Question à 1000 balles. Si le silence est de rigueur sur ce séjour, les autorités sénégalaises scrutent tout de même très attentivement tous les aspects de ce voyage. Fin de cavale pour Aïda Ndiaye, la fille accusée d'avoir filmé le policier corrompu. Elle a été arrêtée hier, relève enquête. De fortes pressions pour la tirer d'affaire. Et puis, après un Yendoulen, Abba et Yama passent un Gontoulen devant les enquêteurs de la DIC. Les deux animateurs sont accusés d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre des organisateurs de Bercy, version Walisek. Parlez-toi à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on va parler du drame de l'émigration. Des jeunes Sénégalais continuent de mourir en mer. Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Abdoumba Kendao, c'est le président du mouvement pour la solidarité internationale, maire de Mbaké. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Il y a également Maître Aliousso, le président du Conseil national de la jeunesse. Mais la parole d'abord à Abdoumba Kendao. Qu'est-ce que vous pensez
de ce drame de l'immigration. Des jeunes Sénégalais, comme je le disais tout à l'heure, continuent de mourir. On a enregistré des cas à Yarar et dans d'autres quartiers de Dakar comme Thiaroye-sur-Mer. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé est véritablement difficile à avaler parce que tout simplement voir des jeunes qui sont à la fleur de l'âge mourir délibérément en mer, c'est une perte énorme pour la communauté sénégalaise et africaine en général. Pour avoir présidé ou bien dirigé le mouvement pour la solidarité internationale pendant 13 ans, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'associations de migrants à l'étranger et j'ai vu ce qui s'est passé durant Barzakh en Espagne. J'ai côtoyé le capitaine Antonio Pedro Rodriguez qui a été élevé au rang d'ambassadeur international maritime parmi les 15 dans le monde. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour aider les Africains, qui a pu sauver plus de 30 000 personnes. Alors que jusqu'à présent, l'État du Sénégal tarde à décorer ce monsieur. Mais par contre, ce qui est regrettable est que l'État a les moyens de sa politique de jeunesse pour pouvoir les parer à pouvoir prendre le chemin de l'immigration. Vous pensez que l'État peut chercher de l'emploi à tous ces jeunes, du moins créer les conditions, un environnement favorable à l'emploi? L'environnement favorable est possible de l'avoir, parce que tout simplement, il faut que l'État parle avec les dirigeants de la base. Essayer de faire une cartographie de l'ensemble de ces jeunes qui quittent leur terroir pour pouvoir aller en Europe via la mer. C'est-à-dire la région de Dakar, les communes périphériques, la région de Diourbel et de Louga, et surtout la basse Casamance. Essayer de voir, en fonction de leur potentialité locale, comment les organiser pour pouvoir les parer à cette éventuelle immigration clandestine. Mais aussi, il faudra que les communes y mettent leurs mains en travaillant avec leurs homologues communes. Tout ceci est du ressort de l'État. C'est l'État qui doit parler avec les gens qui ont eu de l'expérience et de l'expertise en migration. Parce que moi qui vous parle, qui a fait plus de 20 ans, plus de 23 pays européens, qui a une certaine connaissance avec des associations, des organisations, des Européens, des organisations européennes et africaines qui ont des solutions et qui peuvent accompagner l'État du Sénégal pour pouvoir gérer d'une manière sectorielle ce problème. Parce que ce n'est pas un problème seulement qu'on peut cerner à partir d'un programme. Oui, il n'y a pas que l'État central. Vous, collectivité locale, quelle doit être votre part de contribution? C'est ce que je suis en train de dire. Oui, de façon précise. La solution est sectorielle et échelonnée. C'est-à-dire, les communes ont des potentialités énormes pour pouvoir travailler dans la mise en œuvre de l'arrestation, de la diminution de cette immigration. Oui, pour poursuivre ma question, je veux dire particulièrement au niveau de la commune de Mbacké, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine? Vous voyez, déjà nous, en tant que maire de la commune de Mbacké, ayant le souci majeur de pouvoir arrêter ce programme, nos moyens sont très limités par rapport à notre programme. Parce que pour cette année et l'année passée, nous avions subi vraiment des difficultés énormes sur le plan financier. Donc, quiconque n'a pas des moyens financiers appropriés ne peut pas dérouler un programme. J'imagine que ça doit être le cas des autres collectivités locales. Ça doit faire le cas des autres collectivités. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec des communes partenaires pour pouvoir non seulement travailler dans le domaine sanitaire, d'éducation, c'est les domaines qui sont prioritaires à nous. Mais concernant cette politique, l'État a les moyens de faire face à ce problème. Mais pour faire face à ce problème, il faut faire appel à des gens qui ont une maîtrise parfaite de ce problème. Et avec ça, avec peu de moyens, on pourra faire des résultats. Très bien. Mais on ne peut pas allouer des fonds, de l'argent, les moyens de l'État à une équipe qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. Mais écoutez, mon cher, le résultat
tout le monde le saura. Très bien. On ne réussira pas. Et on a mis énormément de moyens. Oui. L'État a mis énormément de moyens avec peu de résultats. Merci Abdou Mbaké Ndao, président du mouvement pour la solidarité internationale, maire de Mbaké. Maître Aliousso est en ligne toujours. C'est le président du Conseil national de la jeunesse. Bonjour maître. Bonjour. Oui, cette situation quand même dramatique, des jeunes qui continuent de mourir. On avait même tendance à oublier qu'il y avait encore ce phénomène. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Bon, moi je pense que quelque part, il est grand temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités en termes de protection des victimes. Oui, comme vous le savez, en faisant quoi? En fait, je pense qu'il y a une loi, c'est la loi de 2005 qui lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et qui prévoit carrément des sanctions contre la migration clandestine. Ce phénomène est un phénomène qu'on peut comprendre dans des pays qui sont frappés par une instabilité politique ou bien une crise ou une guerre, mais dans un pays comme le Sénégal où on ne vit pas ce cas d'espèce, je pense que quelque part ceux qui continuent de subir les affres de la migration clandestine méritent d'être protégés. Oui. Cela demande un renforcement du contrôle de nos frontières, n'est-ce pas? Cela demande aussi que la loi puisse être appliquée pour dissuader tous ceux qui seraient tentés de le faire. Ça, même si, je dois le préciser, je regrette qu'il y ait des gens qui meurent encore en mer et je présente aux familles déplorées mes sincères condoléances. Oui, ça c'est en matière de législation et en matière de sécurité. Mais en termes d'emploi, est-ce que l'État est en train réellement de mettre les moyens nécessaires pour que cela cesse en termes d'emploi, évidemment? Vous savez, Antoine, dans notre pays, au-delà des efforts qui sont en train d'être faits par l'État, quand même, notre système économique permet à chaque citoyen aujourd'hui, par rapport à la question liée à l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat des jeunes ou l'entrepreneuriat de manière générale, l'accès démocratique au financement est réglé. Vous avez une pléthore de mutuelles, d'institutions de microfinance, de banques. Vous avez aussi des structures qui sont dédiées à l'accompagnement des jeunes qui sont en train de faire le travail. Aujourd'hui, je pense que tous les experts s'accordent sur quand même les efforts qui sont en train d'être fournis pour mettre en place des structures qui accompagnent les jeunes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'un jeune qui ne se tourne pas vers les opportunités qui s'offrent à son pays, mais qui a toujours le regard orienté vers l'extérieur. Oui, il y a une communication justement, une campagne de sensibilisation à faire sur ce plan. Vous dirigez quand même le Conseil national de la jeunesse. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce niveau? Notre quotidien, même à travers les vacances citoyennes, notre quotidien, c'est de discuter avec les jeunes, de dire aux jeunes que votre pays a des potentialités, votre pays a des possibilités, il y a des opportunités à saisir. Aller à l'extérieur, c'est quand même risqué. Vous n'y allez pas avec, dans le cadre légal, c'est-à-dire disposant d'un visa, d'un plan de carrière bien tracé là-bas, mais quelque part, vous le savez, on continue un peu de vivre les mirages de l'Europe. C'est culturellement ancré, mais au quotidien, on fait des efforts de communication sociale, de sensibilisation et il y en a qui ont compris, il y a des jeunes qui ont compris et qui sont restés au terroir, qui sont en train de se tirer d'affaire. Il y en a qui, malgré les opportunités qui sont offertes, considèrent que leur Eldorado se trouve en Europe. Et vous le savez, l'Europe aujourd'hui, c'est la crise. Il y a même des gens, des membres de la diaspora qui cherchent à revenir avec le programme FAISE,
qui permet à des gens qui sont en Europe, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de boulot, de revenir au Sénégal et de s'installer. Très bien, merci. C'est moi. Maître Alusso, président du Conseil national de la jeunesse. Amakodou Diouf, le président du Congad, est en ligne. Bonjour Amakodou. Bonjour. Situation tragédique avec des jeunes qui meurent en mer parce qu'ils veulent émigrer en Europe. Le commentaire que vous en faites? D'abord, c'est famille de ces victimes. C'est sûr que c'est des victimes jeunes et cela est extrêmement difficile pour les familles, mais difficile pour tout le Sénégal. Ceci effectivement pose la dimension économique dans l'analyse qu'on doit apporter à ce phénomène-là. À notre avis, et à travers le réseau, le REMIDEF, le réseau Migration et Développement du Congad, nous pensons que les bases économiques qui sont à l'origine de ces départs n'ont pas changé. Ça n'a pas changé sous l'angle d'abord du fait qu'aujourd'hui il y a des programmes, j'ai entendu tout à l'heure votre interlocuteur. Aujourd'hui, les programmes de lutte contre le chômage, les programmes qui sont décernés aux jeunes dans le cadre de l'emploi ne sont pas forcément des programmes adaptés. Et même si quelque part on évoque de la mise en place d'un cadre institutionnel d'appui du secteur, il y a des difficultés d'accès. Et je crois que ça, tous les jeunes du Sénégal le reconnaissent. Oui. La première équation à résoudre pour répondre à cet angle, ou du moins cette réflexion sur l'angle économique, c'est de régler la question de la création d'emplois, une politique d'emploi, une politique de lutte contre le chômage qui soit en conformité avec les capacités du jeune Sénégalais, le savoir-faire du jeune Sénégalais, mais plus encore par rapport effectivement à la sociologie de ce pays-là. Antoine, il y a eu une progression. Votre interlocuteur tout à l'heure a évoqué le fait qu'il y a des Sénégalais qui sont à l'extérieur qui effectivement tiennent un discours de vérité par rapport à la chose de la migration, c'est-à-dire les conditions d'accueil qui sont là-bas. Mais effectivement, il y a une évolution dans les influences sociologiques par rapport au départ. Et justement, cela fait qu'aujourd'hui, le vecteur essentiel qui pousse ces gens-là à aller n'est pas forcément lié au fait qu'il manque de sensibilisation pour dire que voilà les problèmes que vous allez rencontrer, voilà comment est-ce que vous allez vous retrouver, mais plutôt c'est que justement c'est que ces jeunes n'ont pas en réalité une autre manière de pouvoir trouver de quoi manger. Oui. Et c'est ça la vérité. Quand vous dites que les programmes actuels ne sont pas adoptés ou adaptés, c'est quoi le problème? On n'a pas assez diagnostiqué la situation réelle. Même si le diagnostic quelque part est bon, il s'agit de travailler dans le cadre de la conceptualisation ou bien dans le cadre de la formulation de ces programmes-là en se rapprochant des cibles. Oui. On ne peut pas rester dans un bureau à Dakar et élaborer un programme pour lutter contre le chômage des jeunes au niveau de Niakhar ou bien de Mbella Kadiao. C'est pas possible. Je crois qu'il y a une dynamique inclusive qui nécessite fondamentalement une approche. Et une approche sectorielle et d'un point de vue spatial aussi, une approche qui prenne en compte les spécificités de l'espace dans lequel on veut effectivement axer cette lutte contre le chômage ou bien cette politique d'emploi. Je crois qu'il faut que les gens, quand même, fassent de telle sorte que ces programmes soient adaptés par rapport aux besoins des jeunes, par rapport à leur capacité, à leur savoir-faire. Par voie de conséquence, on ne voit pas pourquoi, si tout cela est pris en compte, comment est-ce que, au regard du fait qu'ils disent qu'il y a un financement qui est là, il ne doit pas y avoir de difficultés par rapport à cela. Normalement. Ces jeunes qui s'en vont aujourd'hui, ils partent, ils quittent ce pays et il faut se rapprocher de ces gens-là pour voir qu'ils quittent parce qu'effectivement, ils n'ont pas d'autres solutions pour pouvoir effectivement trouver à manger pour leur famille. Donc c'est ça. Si les programmes étaient adaptés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend des programmes tels, je ne veux pas faire de publicité par rapport à certains programmes. Oui. Dans le secteur qui porte la croissance au niveau du Sénégal, il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place. Mais malheureusement, aujourd'hui les gens n'ont pas défini une stratégie qui puisse prendre en compte effectivement le ciblage du secteur jeune et le ciblage, ils n'ont pas comme si vous voulez, ils n'ont pas comme base, ils n'ont pas comme orientation fondamentale la lutte contre le chômage en milieu jeune. Donc je crois que tout ça, c'est des problèmes à revisiter, des problèmes qu'il faudra effectivement prendre en compte pour adapter davantage ces programmes par rapport à cette politique migratoire. Très bien, merci Amakodou Diouf, le président du Congad. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui. La météo avant de boucler cette édition.
temps stable et plutôt ensoleillé sera noté sur la quasi-totalité du pays. Au cours de la journée, sur la moitié sud, des orages et pluies se manifesteront en Casamance durant l'après-midi et sur les localités sud-est au courant de la nuit. La sensation de chaleur sera plus ou moins marquée sur l'ensemble du territoire avec des températures journalières qui atteindront des pics de 28 à 29 degrés sur le littoral et 34 dans les régions centre et sud. Fin de cette édition, le rappel des titres. Antoine Diouf. Abdoulaye Wade annoncé à Nouakchott au Parti démocratique sénégalais. On parle de manœuvre diplomatique de la Mauritanie. 100 millions de francs CFA pour les candidats à une élection présidentielle. C'est la caution que le député Moustapha Cissé Lo veut proposer à l'Assemblée nationale. 2 mois de prison avec sursis. Verdict du tribunal des flagrants délits retenu contre le policier. Appris dans une affaire de corruption, il devra aussi payer une amende de 150 000 francs CFA. Et puis, 2e jour de grève des syndicats des transporteurs. Le mouvement n'a pas eu aujourd'hui le même impact qu'hier. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Alioune Diassé. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition à Wolof, ce sera avec Sokhna Ngoné Ngom. À toutes et à tous, je souhaite une excellente après-midi en compagnie des programmes de la Radio Futur Média. Et puis notez l'invité de Yonui. Aujourd'hui à 15h30, Cheikh Gueye, c'est le maire de Dieuppeul Derklé. Il sera avec El Hadj Hassan Gueye. Dialgati Xibar, c'est tout de suite. 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 Xibar, c'est tout de suite.